Ce mois de novembre 2025 s'annonce assez remuant, plein de secousses à mon avis, et vous pourriez bien remarquer ou effectuer de gros changements dans votre vie. Pourquoi? Parce que Uranus, qui est une planète lente, symbole de changement, d'innovation, de renouveau, mais aussi de chaos, d'instabilité et de surprise, fait son ultime retour dans le signe du Taureau. À l'origine, il était rentré en 2018. Cette année, il a fait une petite sortie temporaire. Et là, il y retourne pour la toute dernière fois jusqu'à la fin du mois d'avril 2026. Et à partir de là, on ne le reverra plus dans ce signe de notre vivant. Donc ça, c'est très important parce que ça va venir secouer, hein, du coup, votre secteur taureau pour la dernière fois. Et en général, quand c'est la dernière fois, c'est souvent assez marquant. En plus, il se trouve qu'au mois de novembre, les planètes rapides, beaucoup de planètes rapides vont venir se placer en face d'Uranus et donc vont venir activer, si vous voulez, ce déplacement, ce transit planétaire. Et ça, c'est très important. Je vais vous détailler tout ça dans cette vidéo. Si vous aimez l'astrologie sérieuse et que vous êtes intéressé par les énergies du mois de novembre, vous êtes au bon endroit. Je vais vous les détailler un petit peu au jour le jour et vous donner des conseils aussi, le cas échéant, pour mieux les vivre ou pour en profiter quand c'est positif. Je suis Élise, astrologue passionnée, et sur cette chaîne, eh bien, vous retrouvez mes analyses des phases lunaires, les analyses donc mois par mois, le climat planétaire, voilà, qu'est-ce qui se passe. Euh, Très bientôt, je vais vous mettre des vidéos d'astrocartographie, l'astrologie des lieux, dans laquelle je suis spécialisée. Pensez à vous abonner, à partager autour de vous pour faire croître cette petite chaîne. Et si vous trouvez mes contenus pertinents, eh bien, n'hésitez pas à liker, à commenter. C'est toujours avec grand plaisir que je vois qu'est-ce qui se passe pour vous. Donc, n'hésitez pas à me raconter un petit peu et activer les notifications pour ne louper aucune future vidéo. Si vous voulez apprendre à décortiquer votre thème natal et ceux de vos proches par vous-même, vous pouvez télécharger mon guide Astro débutant. Il est gratuit, il est disponible en description de cette vidéo. C'est gratuit, c'est accessible immédiatement, c'est cadeau, c'est pour vous. Dans ce guide, je vous mène en fait pas à pas, hein, vers la création de votre thème natal, comment on fait, qu'est-ce qu'on regarde. Voilà, vous aurez toutes les bases vraiment de l'astrologie pour pouvoir commencer à étudier votre thème natal grâce à ce petit guide. Donc, le lien est dans la description ci-dessous. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je donne également des cours, hein. Je vous prends au niveau où vous êtes et je vous emmène plus loin pour que vous soyez bien capable d'explorer davantage de choses en astrologie. Enfin, je voudrais profiter de la présence de la belle Vénus en balance au moment où j'enregistre cette vidéo pour vous inviter à explorer vos relations, vos amours, hein, parce que c'est quand même très important dans la vie. Alors les relations, ça peut être parents-enfants, ça peut être frères-sœurs, ça peut être bien sûr dans le cadre d'un couple. Parce que finalement, ça n'est pas parce qu'on aime les gens que c'est simple, ça n'est pas parce qu'on aime les gens qu'on comprend ce qui coince et qu'on sait quoi faire. Donc, l'astrologie relationnelle, c'est un ensemble d'outils et de techniques qui me permettent de creuser en profondeur ce qui se joue entre vous et une autre personne, de vous donner vraiment un éclairage très important. Donc, je vous propose encore jusqu'au 6 novembre, hein, à ce que Vénus quitte la balance finalement, mon étude relationnelle, elle est à un tarif absolument imbattable, c'est un tarif découverte. Donc vraiment, je vous invite vivement à en profiter. Vous ne trouverez pas un tel tarif pour une analyse de cette qualité et de ce niveau. Donc, vous la trouverez sur mon site internet à la page des consultations. Le lien est ci-dessous dans la description également de la vidéo. Donc sans plus attendre, allons explorer les énergies du mois de novembre. Le premier week-end du mois, nous aurons un carré entre Vénus en balance et Jupiter en cancer. Donc ça, c'est les deux bénéfiques en aspect de tension. Donc il indique des tas de choses bénéfiques, hein, puisque ça reste deux planètes positives. Donc il indique des rencontres amicales ou amoureuses, hein, bien sûr, une ambiance sociable d'une façon générale. Donc c'est un week-end qui est teinté par une idée de succès, des sentiments généreux, de l'abondance, de l'optimisme au niveau sentimental ou financier. Pourquoi pas peut-être une sorte de célébration familiale, hein, suite à la légalisation d'un contrat ou le versement d'une somme d'argent par rapport à un logement peut-être, si vous avez, mettons, vendu. Mais cet aspect contient aussi une notion d'exubérance, hein, et d'excès qui est classique des carrés avec Jupiter, d'excès de confiance peut-être. Donc ne promettez pas plus que ce que vous pouvez réellement offrir et ne dépensez pas tous vos sous en début de mois parce que vous pourriez le regretter en fait quelques jours plus tard lorsque Vénus entre dans son signe d'exil. Vénus, c'est une planète d'argent et quand elle rentre en Scorpion, eh bien, elle est quand même nettement plus inquiète à ce niveau-là. Cet aspect entre Vénus et Jupiter, il réactive
la nouvelle lune du 21 octobre, qui était elle-même en aspect de carré à Jupiter en Cancer. Donc, je me demande si ça ne pourrait pas marquer eh bien, une étape dans ce qui a démarré le jour de la nouvelle lune en Balance. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour vous le jour de la nouvelle lune? Est-ce que vous voyez un lien entre les deux? Je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais si on garde cette idée d'immobilier, parce que c'est vrai qu'avec Jupiter en Cancer, ça peut vraiment être très propice à tout ce qui a trait à la maison, à l'immobilier, donc aux transactions éventuellement dans ce domaine. Est-ce qu'à la nouvelle lune, il y a eu voilà, une étape comme, je ne sais pas moi, la signature de quelque chose ou une offre ou voilà et au moment, eh bien, de cet aspect, est-ce qu'il y a, voilà, quelque chose qui se passe au niveau de l'argent, de la banque? Peut-être c'est OK, il y a le OK pour le financement, voilà, que sais-je? Sur la même période, Mars, qui représente notre guerrier intérieur, notre capacité à agir, notre volonté, il va rentrer successivement en contact en fait avec les 3 planètes les plus lentes qui sont porteuses de leçons importantes, hein. Et tous ces aspects que va faire Mars seront valables pendant la pleine lune du 5 novembre. Donc gardez ça en tête, quand vous lirez la partie, quand je vous expliquerai la partie de la pleine lune. Donc on aura d'abord Mars en Scorpion en trigone à Neptune en Poisson. Ça, pour moi, c'est une sorte de leçon du ninja Mars en Scorpion auprès de son maître spirituel Neptune en Poisson, vous voyez? Hem et c'est important parce que finalement, Mars, il refera, 2 aspects avec Neptune en Poisson avant que Neptune ne quitte ce signe, définitivement mi-février. Donc c'est pareil, il est en Poisson depuis très longtemps, depuis, 2011-2014. Je sais que c'est 14 ans, non, c'est ça, 14 ans, donc c'est depuis 2011. Donc il va refaire 2 aspects avec Neptune en Poisson, mais plus jamais depuis son propre domicile, Mars en Scorpion, il est chez lui. Donc il est particulièrement bien placé, si vous voulez. Et il ne refera plus jamais d'aspect aussi fluide. Du coup, c'est un trigone, en l'occurrence, c'est un aspect très fluide. Donc c'est quand même un aspect assez précieux à mon sens. Donc quand même, voilà, je vous invite à en bénéficier, à voir un petit peu ce que vous pouvez en tirer. En Scorpion, notre action, elle est puissante, elle est puissante, elle est passionnée, elle est déterminée. Neptune en Poisson, lui, il nous infuse d'images, il nous inspire d'idéaux, il nous inonde de créativité. Donc, à mon avis, en gros, c'est un très bon moment pour vous bouger pour vos rêves, pour un idéal, pour un projet peut-être thérapeutique ou lié à l'image ou à la mer, pas les mamans, mais la mer MER, l'océan. Ça peut vraiment être un très bon moment pour ça. Le 4, Mars change de décor. Donc là, c'est la rencontre avec le deuxième maître spirituel, si vous voulez, mais là, d'un tout autre genre, puisqu'il s'agit d'Uranus en Gémeaux. En fait, quand Mars le 4 rentre en Sagittaire, il va se placer immédiatement en face d'Uranus en Gémeaux. Donc ça, c'est une toute autre leçon finalement qu'il va recevoir. Je vous explique. Donc en Sagittaire, déjà, il réveille votre côté aventurier, enthousiaste, optimiste, et il vous invite à vous lancer dans votre prochaine exploration. Donc, comme je vous disais, immédiatement, il s'oppose à Uranus en Gémeaux, qui est un éveilleur. C'est une planète, comme je vous expliquais en introduction, de renouveau. Et là, en fait, Mars-Uranus, très souvent, c'est un aspect très libérateur, potentiellement, mais avec un potentiel explosif et révolté. Donc, il est parfait si vous avez besoin d'une impulsion pour changer des choses dans votre vie, pour initier éventuellement une manifestation, une révolte, ou pour utiliser des machines ou des outils technologiques. Mais il est moins favorable si vous ou quelqu'un dans votre entourage êtes déjà, sujet ou sujette à des accès de colère ou de violence, soudaine. Donc soyez vigilante, soyez vigilants et en voiture en particulier, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que c'est quand même un aspect d'impulsivité et d'imprévisibilité, donc faites attention à la voiture, ne faites pas d'activités sportives risquées ce jour-là, c'est pas la peine, c'est une énergie qui est trop imprévisible, si vous voulez, pour que ça on soit sûr que ça se passe bien. Donc c'est un bon moment à la fois pour vous lancer dans un nouvel apprentissage, parce que les Gémeaux et les Sagittaires sont des signes extrêmement curieux, qui aiment apprendre, pour rompre éventuellement avec des croyances ou des pensées limitantes. Et les signes mutables, Gémeaux, Vierge, Sagittaire, Poisson, vous serez particulièrement concernés parce que, eh bien, cette opposition va se jouer dans un axe fondamental de votre vie. Et là, je parle des ascendants toujours, avec moi, c'est les ascendants. Bien sûr, si vous avez aussi une planète, un point, donc au tout début du Sagittaire et au tout début des Gémeaux ou au tout début de la Vierge et au tout début des Poissons, vous serez également, bien sûr, très concernés. Ça pourra vraiment secouer des choses très fortes. Regardez un petit peu ce que représentent ces placements. Si c'est le Soleil, allez voir dans le petit guide Astro débutant gratuit. Encore une fois, le lien est dans la bio pour le télécharger, dans la description.
Si c'est la lune, voilà, ça sera plus de l'ordre de vos émotions. Si c'est le soleil, ce sera plus vos buts dans cette existence, et cetera, et cetera. Mais je vous laisse explorer par vous-même. Enfin, le 6, donc Mars se place en aspect à la 3e planète lente. Hein, donc 3e leçon, 3e initiation, on va dire, pour Mars. Cette période, c'est vraiment très fort. Mars va former un sextile à Pluton en Verseau. Donc ça met une certaine puissance d'action et une grande détermination à votre disposition. Donc, tous ces aspects, comme ils se font vraiment dans un mouchoir de poche, au moment finalement vraiment dans les jours qui entourent la pleine lune du 5, eh bien, ils seront valables pendant la pleine lune. Donc, la pleine lune, n'est-ce pas, va se dérouler le 5 novembre à 13 degrés du Taureau. On y reviendra, je ferai une vidéo dédiée avec des horoscopes, bien sûr, je sais que vous aimez bien. Donc, cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle représente? Au cours du mois Scorpion, hein, où le soleil circule en Scorpion, on fait face à nos ombres, à nos pulsions, à nos désirs cachés, secrets, à nos angoisses, à nos luttes de pouvoir, que ce soit intérieure ou que ce soit avec quelqu'un. Là, la pleine lune en Taureau, finalement, elle vient rééquilibrer les choses. La lune en Taureau, elle est exaltée, elle est très bien placée dans ce signe de terre, elle est comme une sorte de déesse de la fertilité, et elle rappelle l'importance de la partie tangible de la vie, des ressentis physiques, de l'ancrage dans la réalité. Elle rappelle que la vie matérielle, paisible, tranquille, amène une grande sécurité et que c'est tout aussi important que tout ce qu'on peut imaginer en Scorpion, qui n'est pas voilà, toute la partie énergétique plus du Scorpion, elle est très importante aussi. Mais là, pour le coup, voilà, la Lune, elle va nous ramener à quelque chose de beaucoup plus terre à terre et pragmatique. Le Scorpion, c'est un signe d'automne. Il connaît instinctivement la mort, hein, le dépouillement et la fin. Les feuilles tombent, on a l'impression que tout se décompose autour de nous, il fait plus noir, il fait plus nuit, c'est beaucoup plus angoissant, vous voyez. Le Taureau, lui, c'est un signe de printemps, hein, le mois de mai, c'est le signe probablement le plus lumineux de tout le zodiaque. Il connaît instinctivement la vie, la lumière et la notion de fructification. Donc cette pleine lune, eh bien finalement, elle propose de sortir de l'introspection Scorpion et de donner corps et forme aux transformations cachées qui ont été effectuées depuis 15 jours dans le secteur Scorpion de votre thème. D'en tirer, pourquoi pas, une production concrète ou bien une rémunération. Hein, si vous avez été obsédé par quelque chose depuis la nouvelle lune du 21 octobre, qui a démarré du coup ce cycle et qui culmine au moment de cette pleine lune, eh bien c'est peut-être le moment où vous tiendrez l'objet de votre désir entre vos mains, par exemple. Vénus, la dispositrice de cette pleine lune, est configurée donc elle se trouve chez elle se trouve en Balance, mais elle est configurée dans ce qu'on appelle un iode. C'est une figure un petit peu complexe, avec Neptune en Poisson et Uranus en Gémeaux. Donc, à mon avis, elle indique un potentiel de partenariat, hein, de contrat ou de relation, et elle renforce la possibilité d'une rémunération, mais au prix, et ça, c'est ça le iode, hein, c'est comme ça que je le comprends, mais au prix probablement d'une dissolution ou peut-être quand même de quelque chose qui n'est pas complètement clair, ou bien d'un changement soudain et libérateur avec Uranus. Au niveau relationnel, et sachant que Mars est opposé à Uranus du coup à ce moment-là, il pourrait y avoir une grande envie de changement. Parce que vous voyez, ça fait Mars opposé Uranus et Vénus en aspect à Uranus, un aspect un peu étrange, c'est un quinconce. Et du coup, ça fait pas mal d'Uranus, si vous voulez, avec les deux planètes qui touchent au relationnel. Donc, il pourrait y avoir une grande envie de changement, peut-être avec une forme d'idéalisation ou de confusion sur le chemin à suivre. Le 6, Vénus entre en Scorpion, son signe d'exil. Donc, c'est la date butoir, hein, que je vous ai donnée pour profiter de mon étude relationnelle. Hein. Je vous ai dit que c'était jusqu'au 6 parce que je voulais profiter du moment où Vénus est en Balance. Mais bien sûr, vous pouvez la réserver et prendre votre consultation et bien sûr placer le rendez-vous plus tard. Il n'y a pas de problème. Mais disons que le tarif très avantageux ne durera que jusqu'au 6. Donc, le 6, Vénus entre en Scorpion, son signe d'exil. Donc cela annonce une période de possible passion amoureuse, de fusion émotionnelle, mais aussi d'intranquillité relationnelle. Donc en particulier le 6 et le 7, parce que dès qu'elle arrive en Scorpion, en fait, elle va se placer en aspect de tension à Pluton en Verseau, en carré, et ça ne fait qu'accentuer les possibles travers de Vénus en Scorpion. Et je vais vous les citer, et je vous invite du coup à y faire attention. C'est la jalousie, la méfiance, l'envie de contrôle, la trahison potentiellement, les jeux de pouvoir, les émotions intenses finalement, mais qui sont peu propices à la paix intérieure.
Côté argent, c'est pas vraiment une bonne période pour spéculer ou pour investir dans des projets risqués. Vénus, du coup, est dans son signe d'exil, comme je vous disais, et avec les aspects à Pluton, voilà, ça pourrait être plutôt destructeur qu'autre chose. Donc, à mon avis, attendez une meilleure période. Jusqu'au 30, donc, par contre, on va pouvoir explorer les leçons de Vénus en Scorpion. Et il y en a. Il y en a des tout à fait positives à prendre. Je vous invite, par exemple, à amener de la douceur dans la crise. Ça, c'est une grande capacité de Vénus en Scorpion. S Connectez-vous à votre passion, à votre vérité intérieure, parce que c'est de là que viendront vos plus grandes richesses. En amour, je vous invite à être loyal, à être entier, à être profond, mais à vous autoriser en même temps, éventuellement des plaisirs bizarres ou mystérieux. Pendant quelques semaines, vous pourriez dépenser votre argent pour des séances de psy, pour des expériences occultes, énergétiques ou souterraines. Vous voyez, hein, c'est toutes ces choses qui nous poussent à aller à l'intérieur, finalement. Le 8, grand moment, puisque c'est là que Uranus, cette fameuse planète dont je vous parlais en introduction, hein, c'est une planète de chaos, d'imprévu, de renouveau, d'innovation. Eh bien, c'est là qu'Uranus fait son ultime retour dans le signe du Taureau. Donc, il y était initialement rentré en 2018. Il en est temporairement sorti cet été, hein, à partir du 7 juillet. Et là, donc le 8 novembre, il y retourne jusqu'à la fin du mois d'avril 2026. C'est un moment très important puisque, une fois qu'il en sera sorti, hein, mais ça on en reparlera du coup à ce moment-là, on n'y reverra plus de notre vivant. Donc là, c'est vraiment une sorte de parenthèse où je vous invite vraiment à parce qu'il y a bien sûr des pour certaines personnes, ça risque d'être très chaotique, hein, ça dépend beaucoup du thème natal de chacun. Tout le monde ne le vivra pas de la même manière. Hem, mais disons que pour ceux peut-être qui seront moins bousculés, je vous invite quand même, voilà, à essayer de voir qu'est-ce que vous pouvez en tirer comme leçon. Qu'est-ce qu'Uranus en Taureau a à vous apprendre? Parce que encore une fois, eh bien, c'est la dernière fois. Donc au niveau sociétal, on peut s'attendre à des choses telles que, de nouvelles révoltes paysannes, par exemple, hein, puisque le signe du Taureau, c'est ce signe qui est très lié à l'agriculture, à la terre, hein. C'est le signe de terre fixe du zodiaque. Donc on est vraiment dans le rapport à la matérialité, à la vie, à la notion de fructification. Hem, j'ai un radiateur qui fait clac. La notion de fructification, à la notion, voilà, au rapport à voilà, comment on fait fructifier la terre pour qu'elle nous donne ses fruits finalement. Donc peut-être du coup des révoltes paysannes, des secousses éventuellement sur les marchés financiers ou dans les chaînes d'approvisionnement. Il pourrait y avoir littéralement des séismes, hein, dans certaines parties du globe. D'ailleurs, j'ai regardé un petit peu la carte, je vais peut-être vous partager ça d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'est quand même assez intéressant. Vous savez que je fais de l'astrocartographie et donc là, je vais vous montrer. Vous voyez, on peut voir un petit peu sur la carte du monde où sont situées les lignes d'Uranus et de Mars, puisque Mars, elle sera en face, hein, comme je vous le disais. Donc, vous voyez ici, par exemple, en pointillé bleu, ici, c'est la ligne d'Uranus et en rouge, Mars. Donc, ce qui signifie que, par exemple, la Californie, vous voyez, pourrait être concernée par un séisme, par exemple, hein. Bon, c'est une hypothèse que je pose. L'astrologie mondiale, c'est une branche très spécifique de l'astrologie. Je ne suis pas spécialisée dedans, mais voilà, je pose ces hypothèses avec vous. Comme Uranus est au fond du ciel en plus, c'est vrai que ça représente vraiment la Terre, le lieu. Donc je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose lié à ça là-bas? On a une autre opposition Uranus-Mars ici, qui passe du coup par la Russie, Kazakhstan, Ouzbékistan, Turkménistan, Afghanistan, Iran et Pakistan. Donc cette zone-là, pareil, pourrait être soumise à des secousses. Mais je me demande si dans le cas de l'Iran, ce pays, par exemple, va être très concerné par le retour d'Uranus en Taureau, car ils ont un placement planétaire à la fin du Taureau. Et donc, il se pourrait qu'il y ait des secousses au niveau sociétal, je pense, dans ce pays. Et du coup, il se pourrait voilà, que ça se joue de cette façon. Donc, il faut ouvrir l'œil. Vous verrez dans les nouvelles si mes hypothèses sont pertinentes. Voilà pour ça. Donc, en positif, par contre, au niveau sociétal, on pourrait s'attendre à une prise de conscience environnementale, à des innovations alimentaires, hein, puisque Uranus est aussi une planète de science et de nouvelles technologies, à une réforme des systèmes bancaires, pourquoi pas. Donc voilà, peut-être que ça pourrait être des manifestations un petit peu plus positives. Au niveau personnel, ça marque la fin d'un long processus de changement et de secousse dans le secteur taureau de votre thème natal. Donc, je vous invite vivement à aller voir, utiliser le guide Astro Débutant si vous ne savez pas comment trouver cette information, parce que c'est là vraiment que ça va de nouveau bouger.
Donc c'est un secteur normalement où la notion de sécurité est très importante. Souvent, ça a un rapport aussi avec votre vie matérielle vraiment très concrète. Donc, comment est-ce que ça va se jouer pour vous? Quel point clé de votre thème et quel secteur de vie ça va activer? Comment le vivre au mieux? Eh bien, si vous vivez dans les Alpes-Maritimes, je vous invite à participer à ma prochaine soirée astro qui a lieu le 7 novembre au Green Roses Café à Montsartou. On passe toujours un très bon moment, c'est en groupe. Dans la première heure, je décris que représente Uranus en taureau, quels sont les changements qu'il va apporter, qu'est-ce qu'il représente vraiment. Je vais beaucoup plus loin dans l'étude de ses impacts sociétaux et personnels. Et dans la deuxième partie, je personnalise pour chaque participant. On va vraiment aller regarder votre thème natal et comment ça va se jouer pour vous. Donc, venez avec nous parce qu'on passe toujours vraiment un très très bon moment et en plus, on mange très bien. Pour les autres, désolé. Mais n'hésitez pas à venir voir la Côte d'Azur, c'est sympa aussi. Le 9 novembre, Mercure stationne rétrograde à 6 degrés du Sagittaire. Donc, est-ce que vous avez un point important à cet endroit-là, aux alentours de 6 degrés du Sagittaire, 5, 6, 7 par exemple? Si c'est le Soleil, la Lune ou l'ascendant en particulier, vous serez particulièrement concerné. Voilà. Mercure qui rétrograde sur un point de votre thème natal, ça signifie que vous allez être amené à réfléchir vraiment à ce que représente ce placement dans votre thème. Donc jusqu'au 29 novembre, Mercure va remonter les degrés du Sagittaire, puis du Scorpion, et il va revisiter des sujets qui se sont présentés pour vous depuis le 21 octobre. Donc, comme à chaque rétrogradation de Mercure, pourquoi 21 octobre? Juste parce que c'est le moment où Mercure est entré, on appelle ce phénomène l'ombre pré-rétrograde. Donc, c'est le moment où il a commencé à parcourir les degrés sur lesquels il va revenir en marche arrière. Donc, en tout cas, voilà, jusqu'au 29, il remonte les degrés du Sagittaire et du Scorpion. Il va revisiter les sujets qui se sont présentés pour vous depuis le 21 octobre. Donc, comme à chaque rétrogradation de Mercure, c'est le moment de reprendre des conversations passées, des projets mis de côté, de renégocier, de revoir, de corriger. Voilà. C'est un moment où, vous le savez, je pense, ça commence à être vraiment connu. C'est un moment où c'est un petit peu plus compliqué au niveau des colis, des envois, parfois il y a des problèmes dans les chaînes de transport, dans le commerce. On voit des couacs comme ça, des couacs informatiques parfois, ce genre de choses. Le 11 novembre, Jupiter, lui aussi, stationne rétrograde à 25 degrés du Cancer. Qu'avez-vous appris de lui depuis son arrivée dans ce signe en juin dernier? Qu'est-ce qu'il a apporté de positif dans le secteur Cancer, dans votre maison Cancer, de votre thème natal? Où est-ce que vous avez eu le sentiment de croître et de vous épanouir? Où est-ce qu'il y a eu peut-être plus de douceur ou une notion d'agrandissement? Parfois, c'est au sens littéral, c'est dans la maison. La maison est devenue plus grande, par exemple. Voilà, il est temps maintenant bien de reprendre toutes ces leçons intérieurement, d'évaluer un petit peu tout ce que vous avez appris, de le ressentir aussi en étant Cancer, c'est un signe extrêmement sensible, et bien d'en tirer des leçons pour vous-même. Durant les rétrogradations de Jupiter, la planète, c'est une planète de chance et d'épanouissement, elle est plus près de la Terre. Donc on peut se sentir en fait d'une certaine manière plus protégé ou plus chanceux, mais comme elle est rétrograde, cette sensation, elle est plus intérieure, comme si finalement on avait à l'intérieur une source de joie et d'enthousiasme, mais un peu cachée. Le 13 novembre, Mars et Mercure se retrouvent. Ils s'étaient déjà retrouvés le 20 octobre. Donc là, c'est leur deuxième conjonction. Et cette fois-ci, Mercure, du coup, est en marche arrière. Donc c'est un aspect, Mars-Mercure, c'est très souvent un aspect d'anxiété et d'agitation mentale, en particulier en Sagittaire, parce que Mercure est en exil dans ce signe. Donc, l'avantage, par contre, c'est que je pense qu'on ne va pas manquer d'optimisme. Je pense que vous verrez grand, vous aurez de l'énergie à mettre au service de vos idées, vous saurez les défendre et vous montrer persuasif ou persuasive, mais vous pourriez en faire trop. C'est l'inconvénient, justement, le fait que Mercure soit en exil. Il y a cette notion d'excès et de voir trop grand, de négliger les détails aussi. Donc, prenez garde aussi à ne pas blesser votre interlocuteur en parlant trop vite ou trop fort. Comme Mercure est rétrograde, vous pourriez être amené à reprendre du coup des sujets de semaines passées, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et d'ailleurs, je pensais à quelque chose, c'est que comme la dernière fois que Mars et Mercure étaient ensemble, c'était donc le 20 octobre, le lendemain du cambriolage au Louvre, je me demande s'il n'y aura pas des développements de l'enquête, par exemple. Là, à ce moment-là, en fait, au moment où Mars et Mercure se retrouvent pour la deuxième fois. Le 17,
novembre, le Soleil en Scorpion, il prend la place qu'avaient Mars et Mercure fin octobre dans le grand trigone d'eau. Je vous en avais parlé de ce grand trigone d'eau dans l'analyse de la nouvelle lune en Balance, là, du 21 octobre. C'est un très bel aspect. Et là, donc, c'est le Soleil qui prend la place de Mars et Mercure. Donc, on a le Soleil en Scorpion, Saturne en Poisson et Jupiter en Cancer. Vous vous sentirez en fait à la fois optimiste, enthousiaste, confiant, charismatique. Ça, c'est tout le côté Soleil-Jupiter, vous voyez. Et vous vous sentirez également mature, sérieux, capable de vous projeter dans le temps. Ça, c'est le côté Soleil-Saturne. Donc, c'est un grand trigone d'eau. On est dans une énergie de ressenti, d'émotion, de connexion intuitive et créative au monde. Donc, prenez le temps de ressentir et d'imaginer ce que vous désirez, parce que c'est un moment particulièrement intéressant pour fixer vos buts à long terme, pour construire votre succès, votre autorité, votre réalisation. Peut-être d'ailleurs à l'aide d'un expert ou d'une figure d'autorité, une personne qui peut vous aider peut-être à ce moment-là. Le même jour, en plus, Mercure, en marche arrière, reforme son sextile à Pluton. C'est un aspect qu'il a déjà fait, puisqu'il a déjà circulé sur ces degrés. Donc c'est un aspect tout à fait classique de remontée d'informations cachées, d'émergence de secrets, de conversations sur des sujets sombres. Je prends un exemple, un mail de Google que vous recevez et qui vous dit « Vos informations ont été trouvées sur le dark web ». Vous voyez, tout ça fait toujours plaisir. Mais il vous donne aussi, c'est un aspect qui est très intéressant parce qu'il vous donne aussi de la perspicacité, une capacité à lire les autres psychiquement, à creuser des sujets, à résoudre des énigmes, à vous exprimer d'une façon profonde et magnétique. Donc prenez tout de même garde à une chose, c'est le potentiel, on va dire, de rumination un petit peu obsessionnelle de cet aspect, mais sinon, il est quand même plutôt intéressant. Et si vous avez des choses à faire sortir ce jour-là, à exprimer, des choses qui étaient un petit peu cachées à l'intérieur de vous, voyez un petit peu, les pensées qui arrivent dans votre tête, tout simplement ce jour. Le 19, Mercure rétrograde en Scorpion, il s'oppose à Uranus en Taureau et il forme un trigone à Neptune en Poisson. C'est une sorte de replay du 29 octobre avec quelques petites variations dans les signes, mais en gros, c'est vraiment tout à fait similaire. Donc, vous voyez, pareil, s'il y a un écho entre ces deux dates. Dans l'absolu, c'est un aspect d'éveil, d'illumination, de révolte aussi. Vous pourriez avoir une idée de génie, beaucoup d'inspiration, de l'intuition, une envie de tester peut-être quelque chose d'inhabituel, de vous montrer plus libre dans votre expression. Cet aspect, il reste entièrement valable le lendemain, le 20 novembre, pour la nouvelle lune qui se déroulera à 28 degrés du Scorpion. Donc, gardez en tête qu'il y aura également cet aspect dedans. Donc, elle s'annonce marquante. Pour moi, c'est un des moments vraiment absolument charnières de ce mois de novembre, en même temps que la date du 8 novembre, au moment où Uranus retourne en Taureau. Et c'est vrai que là, vraiment, elle souligne très fortement ce transit, en fait. Donc, non seulement, en fait, la nouvelle lune se tient en conjonction tellement étroite avec Mercure qu'on dit qu'il est quasi mis. Je vais vous détailler ce que ça signifie, mais elle est également, comme Mercure, opposée à Uranus en Taureau. Donc, on va décortiquer tout ça. Une nouvelle lune en Scorpion, déjà, ça annonce un démarrage dans un secteur qui est caché, qui est profond, secret, passionné de votre thème natal. Avec Mercure au milieu, il y a une dimension qui est liée à l'écriture, à la communication ou au déplacement qui s'ajoute. Mais Mercure, il n'est pas juste conjoint à la nouvelle lune, il est quasi-mis, c'est-à-dire tellement près du Soleil qu'il est dit élevé dans son trône. C'est-à-dire que c'est un indice en fait de grande clarté mentale, de force. Ça indique que vous aurez des réponses, des révélations, une sorte d'illumination. Et comme Mercure est rétrograde et en Scorpion, je pense que ça concernera des sujets qui sont très intérieurs, des réalisations introspectives un peu, sur ce qui vous anime profondément. Enfin, la nouvelle lune, elle est opposée donc à Uranus en Taureau. Ça souligne très fortement le transit d'Uranus en Taureau, donc que je vous ai détaillé tout à l'heure. Donc cette nouvelle lune, elle a un fort potentiel d'éveil, d'illumination, de changement et de prise de conscience soudaine. Voire même du coup de rébellion sur l'axe Taureau-Scorpion de votre thème natal. Donc si vous avez des points, des planètes importantes aux alentours de 28 degrés, et bien des signes fixes, donc que ce soit Taureau, Lion, Scorpion ou Verseau, vous êtes particulièrement impactés. Donc je vous invite vivement à explorer leur signification pour mieux comprendre de quoi il s'agit, ou bien sûr à prendre rendez-vous avec moi pour l'explorer plus précisément.
Le 21, c'est au tour du Soleil en Scorpion de s'opposer à Uranus en Gémeaux et de former un trigone à Neptune en Poisson. Donc un grand changement est possible aux alentours de cette date, du coup de la nouvelle lune et de la date du 21, en particulier auprès de figures d'autorité dans votre vie ou dans le monde, d'une figure paternelle éventuellement. Peut-être que si vous réalisez tout à coup ce que vous désirez vraiment, osez le faire différemment. Voilà, osez faire différemment, osez vous exprimer de façon authentique, autorisez-vous à sortir des sentiers battus et célébrez ce qui fait de vous quelqu'un d'unique. Parce que c'est aussi un très bon aspect pour vous libérer de choses qui vous entravent, qui entravent votre plein rayonnement. Finalement, ça, ce serait le soleil. Peut-être que vous pouvez aussi vous libérer de certains attachements au passé, de trauma, de deuil aussi, avec ce soleil en Scorpion. Le 22, le soleil entre en Sagittaire et on retrouve une forme d'optimisme et d'entrain collectif. Il forme avec Pluton un sextile le 23. Le même jour, on a un grand trigone d'eau, de nouveau reformé, avec Mercure qui est de nouveau retourné en Scorpion, donc avec Saturne en Poisson et Jupiter en Cancer. C'est un aspect qu'on avait déjà eu fin octobre, et puis que le Soleil avait reformé, je vous en ai parlé tout à l'heure, mi-novembre. Donc c'est encore une belle période de réflexion et de construction de votre futur, basée sur vos ressentis, sur l'introspection. Donc je vous invite vivement à vraiment prendre ce temps, parce que ce sont des aspects qui sont rares, qu'on ne retrouve pas tous les 4 matins. Le 24, Mars en Sagittaire est en T carré des nœuds lunaires, c'est-à-dire qu'il est vraiment à mi-chemin entre le nœud nord en Poisson et le nœud sud en Vierge, ce qui indique qu'une action décisive pour votre cheminement pourrait bien être prise à ce moment-là, en plus. Le 28 novembre, Saturne, qui était rétrograde depuis le 13 juillet, repart en marche directe à 25 degrés des Poissons. Et le 29, Mercure stationne direct également à 20 degrés du Scorpion. Donc un aspect fluide, tous les deux. Ils ont un trigone finalement entre Mercure et Saturne. Donc c'est très intéressant, la marche simultanée comme ça de notre planète de réflexion, de pensée et de communication, Mercure, et de celle de l'engagement et de la durée, Saturne, en aspect fluide l'un avec l'autre. Et en plus, en aspect fluide, toujours avec Jupiter, le grand bénéfique, à mon avis, ça indique que des processus de construction et de planification dans nos vies vont pouvoir reprendre, probablement. Le même jour, Vénus s'oppose à Uranus en Taureau, donc c'est un aspect libérateur, mais aussi instable et imprévisible, qui est peu propice à la tranquillité amoureuse, à moins de tester de nouvelles choses à deux. C'est un aspect qui est très intéressant pour assumer ses goûts, ses plaisirs, sortir du placard, pourquoi pas, quitte à, parce que c'est là, normalement, avec un aspect comme ça, on s'en fiche un peu de déplaire, pour peut-être revoir votre style vestimentaire ou votre déco, pour fréquenter des personnes inhabituelles et vous sentir aussi plus libre dans vos relations. Donc, il se pourrait d'ailleurs que certaines de vos relations ne survivent pas à ce désir de renouveau et d'authenticité. Le 30, Vénus entre en Sagittaire et donc jusqu'au 24 décembre, eh bien, là, elle vous invite à vous montrer aventureux et aventureuse en amour, à expérimenter, à partir, pourquoi pas, à l'étranger avec votre meilleure amie ou votre sœur, votre fille, pourquoi pas. Vous pourriez dépenser pour des voyages, des expériences, des formations et des aventures en plein air, bref, tous les sujets sagittaires auxquels vous pouvez penser. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous avons fait le tour des énergies du mois de novembre. Si elle vous a éclairé, pensez à vous abonner, à la partager et à me dire en commentaire ce qui s'annonce pour vous, en particulier si vous savez déjà ce qui s'annonce au moment de la nouvelle lune en Scorpion. Ça m'intéresse. Bon mois de novembre à tous et à bientôt pour d'autres analyses astro.